Écho d'Ariège. Écho d'Ariège, une émission sur le développement durable en Ariège. Écho d'Ariège, proposé par Radio Transparence et soutenu par le programme européen Leader, la DATAR, la région Midi-Pyrénées et le Conseil général de l'Ariège. Bonjour et bienvenue dans votre émission Écho d'Ariège, la dernière de cette série consacrée au développement durable et aux actions qui le promeuvent sur le département de l'Ariège. Pour ce dernier rendez-vous, nous allons prolonger une émission diffusée précédemment dans laquelle nous nous étions penchés sur la forêt ariégeoise. La forêt qui recèle deux enjeux majeurs. Il y en a d'autres, mais deux majeurs. L'un d'ordre environnemental et de biodiversité et l'autre d'ordre économique et social. Nous avions évoqué les communes ou les particuliers qui se mobilisent pour que les forêts se rationalisent enfin, afin de pouvoir être gérées et exploitées. L'enjeu étant qu'à terme, on en finisse avec les coupes à blanc et que l'on fasse monter en qualité le bois local qui, alors, pourrait être au moins autant destiné à la construction qu'au chauffage. Mais pour en arriver là, et c'est le sujet de cette deuxième émission, encore faut-il structurer les filières et créer l'espace économique qui amène les propriétaires forestiers à améliorer cette qualité dont j'ai parlé. Lors de cette émission, nous entendrons Orion Väinänen, qui est scieur itinérant, c'est-à-dire qu'avec un matériel léger, il se déplace sur les chantiers pour scier le bois que lui confient ses clients. Orion Väinänen essaye autant que faire se peut de travailler du bois local, il nous dira pourquoi. Nous irons aussi et tout d'abord à la rencontre de Barthélemy Dumont. Il est architecte, un architecte qui depuis longtemps intègre le bois dans ses projets. Avec lui, nous allons tenter de comprendre comment s'articule le besoin en bois de construction et comment l'architecte lui-même peut devenir prescripteur en la matière. Car en fait, comme dans une forêt finalement, la filière bois est un écosystème complexe dans lequel chaque composante est interdépendante de l'autre. Et si on enlève un champignon au pied d'un arbre, eh bien c'est tout l'équilibre de la forêt qui peut être bousculé. Alors, le propriétaire dépendra du forestier qui viendra couper son bois. Celui-ci axera sa coupe en fonction de la demande. Et pour qu'un arbre soit exploitable, eh bien, il faut qu'il y ait des scieurs sur le territoire qui eux-mêmes travaillent en interdépendance avec les menuisiers, les charpentiers, voire les entreprises de bâtiments pour, par exemple, des maisons en ossature bois. L'architecte peut lui aussi jouer un rôle. Il peut démontrer aux particuliers, aux entreprises ou aux collectivités l'intérêt du bois comme matériaux de construction, et en bout de chaîne, donc, ses clients eux-mêmes, qu'ils fassent ou non d'ailleurs appel à l'architecte, seront d'autant plus sensibles aux nouvelles techniques qu'ils les auront vues en vrai, par exemple, dans un bâtiment public. Bref, un écosystème, une chaîne dans laquelle chaque maillon est essentiel.
Éco d'Ariège, la filière bois, deuxième. Je disais en introduction que l'architecte joue un rôle important dans le choix des matériaux dans un projet immobilier, même sans faire appel directement à ce même architecte. Je m'explique. Si demain je veux faire construire une maison et qu'un ami ou même un artisan me parle d'une technique particulière d'isolation, par exemple, peut-être resterai-je dubitatif et finirai par choisir le matériau le plus sûr, le plus connu, celui qui a le plus fait ses preuves dans le passé, peut-être aussi le moins cher sur le papier. Mais si auparavant, je me suis rendu dans un bâtiment public où l'on a choisi ce type de matériaux, ou même que derrière, à l'inauguration de ce même bâtiment, la presse s'en soit faite l'écho de ce mode d'isolation qui aurait été choisi, eh bien, ce sera souvent dû au fait qu'un archi l'ait prescrit et du coup, cette technique me devient, au moment où on me la propose, un petit peu plus familière. C'est d'autant plus important qu'en France, les particuliers font très peu appel directement à des architectes, contrairement à ce qui se pratique dans d'autres pays européens. Et bien souvent d'ailleurs, la qualité du bâti s'en ressent. Rencontre avec un architecte qui donc tente de son côté de mettre du bois dans ses projets et ses créations. C'est d'ailleurs dans l'une d'elles, la Maison Relais de Lavelanet, qu'il m'a donné rendez-vous pour vous parler de la façon dont il utilise le bois. Rencontre donc avec Barthélémy Dumont. Dans le bureau, on aime bien le bois. On est formé à la construction en bois. On a nous-mêmes, enfin moi-même dans le bureau évidemment, mais il y a aussi une autre personne qui s'appelle Marcella Maria Isuani qui vraiment a fait une formation très très pointue sur le sujet. Et donc voilà, oui, on aime bien ça. Ouais. Alors déjà, peut-être avant de demander pourquoi le bois, pourquoi est-ce qu'à un moment on a arrêté le bois pour vous ? Ça, c'est une grande question. D'abord, je ne pense pas qu'on ait arrêté le bois. Je pense simplement que oui, l'industrie française, c'est une industrie qu'on appelle une industrie lourde en fait, et elle a développé beaucoup la construction pas chère à base de béton et notamment de parpaing, etc. Parce que le béton, pardon, c'est moins cher que le bois, définitivement. Alors aujourd'hui encore, il y a à peu près rien de moins cher qu'une maison en parpaing enduite avec un isolant polystyrène à l'intérieur et une tuile en terre cuite dessus et une charpente américaine, c'est-à-dire une fermette. Il y a à peu près rien de moins cher. Ça donne envie, hein. Oui, ça donne envie, ça détruit tout le paysage, mais effectivement, oui, il y a à peu près rien de moins cher que ça. Et d'ailleurs, tout ce qui se fait en autoconstruction, beaucoup de choses qui se font en autoconstruction. Ici, à Lavelanet, on est vraiment dans ce contexte-là, où une population, à un moment qui était quand même assez en difficulté, faisait en autoconstruction ce genre de maison, quoi. Donc l'industrie certainement qui était très performante pendant les années je sais pas 60-90 par exemple a certainement détruit un peu la construction en bois, la filière bois, mais le bois, notamment dans la région, c'est pas du tout l'architecture qu'on est en train de développer aujourd'hui. Historiquement, le bois, on l'utilise toujours, on l'utilise pour les charpentes, on l'utilise pour les menuiseries, on l'utilise pour les parquets, on l'utilise pour les planchers, on l'utilise pour beaucoup de choses structurelles, sauf les murs. Les murs sont en pierre, mais tout le reste est en bois dans les maisons traditionnelles de la région. Donc on a l'idée qu'en fait, on n'utilise pas le bois, que traditionnellement c'est pas notre culture, en vérité c'est notre culture, mais c'est simplement la vêture bois qui est pas notre culture. Ouais, et la structure même de la maison aussi quand même. Bah la structure de la maison c'est toujours mixte bois-pierre en fait. C'est pas, enfin je veux dire on n'a pas encore fait des planchers en pierre, on fait des planchers en bois et on fait des charpentes en bois, etc. Donc la structure de la maison, oui, c'est toujours mixte bois et pierre en fait. Ouais. Mais si on va plus en arrière, et on a encore des exemples magnifiques, notamment je pense à Saint-Sulpice-sur-Lèze, en rentrant dans le village à gauche, à droite, on a une maison entièrement désossée en bois, qui est magnifique, qui est une maison à colombage, ou encore on appelle ça... pas colombage, mais enfin bon, bref, une maison à structure bois, et dans l'histoire, on a beaucoup de maisons à structure bois, on en a... au Moyen-Âge, on en a dans toutes les villes traditionnelles de l'Ariège, sauf qu'elles sont revêtues d'enduit, donc on le voit pas, mais il y a beaucoup de bois utilisé, même en structure, même en mur en fait. Alors il s'est dit, j'ai entendu quelque part que finalement le béton, quand il était arrivé, ça était justement quelque chose d'assez miraculeux, pas cher, facilement modulable, on en fait un peu ce qu'on en veut. Pourquoi finalement ne pas continuer le béton et ses matériaux minéraux et revenir
de plus en plus vers le bois aujourd'hui? Bon, il y a un effet de balancier évidemment. Hein, Mode? oui, de balancier ou de mode, on peut appeler ça la mode, mais en fait c'est humain et c'est logique et c'est même c'est même obligatoire. C'est-à-dire que bon, on finit par se lasser d'une chose, on passe à autre chose, etc. Il y a cet effet-là. Il y a l'effet développement durable. Nous, on est arrivé au bois il y a une quinzaine d'années en s'installant. On s'est installé en 99, 98 ici. On est arrivé au bois tout de suite parce que on a fait une formation sur la haute qualité environnementale à l'école d'architecture de la Villette et on nous a très rapidement bien enseigné que le stockage du carbone, du CO2 par le bois, c'était extrêmement très utile, tout à fait très utile pour lutter contre l'effet de serre. Donc voilà, on est arrivé au bois par le développement durable. On est arrivé au bois par le patrimoine parce que on a un patrimoine magnifique en bois aussi, c'est-à-dire que si on prend toutes les granges du Séronais, les séchoirs, je pense par exemple à la sortie de la Bastille de Sérou, par exemple, il y a une grange extraordinaire avec un espèce de caillebotis en bois très dessiné. Bon voilà, toutes ces choses-là fait que on renouvelle l'image de l'architecture qu'on peut avoir en se disant mais au fait, avec le bois, on peut faire des très belles choses, très innovantes. On peut s'appuyer sur une architecture traditionnelle pour essayer de faire de l'innovation. Voilà ce qui s'est passé en fait. Hein. Et c'est vrai que l'architecture traditionnelle, qu'on appelle aujourd'hui traditionnelle, en fait, qui est le parpaing enduit avec un monocouche très dur, etc. On s'en lasse parce que ça finit par... d'abord, ça vieillit mal. On se rend compte que ça vieillit mal. Les enduits vieillissent mal, alors que le bois, c'est une matière qui, elle, se transforme, qui est naturelle. Donc, qui a beaucoup plus de qualité, de matérialité. Ce qu'on cherche peut-être aujourd'hui, on a essayé de mettre... Vous avez vu, on a remis la pierre en valeur, en enlevant les enduits, en mettant la pierre apparente, etc. Ce qui est une aberration constructive, en fait. Hein. Et en termes d'isolation? Et en termes d'isolation, oui, un petit peu, parce que les enduits, effectivement, ça isole au moins un petit peu, mais surtout le mur se détruit. Donc, on a fait ça parce qu'on voulait sortir de cette histoire d'enduits qui détruit tout le paysage, qui sont froids, durs, qui vieillissent pas, etc., qui sont des enduits monocouches modernes, industriels. Et donc, le bois, c'est une solution, effectivement, au moins esthétique, pour redonner de la matérialité à nos maisons, pour les réintégrer dans le paysage. Ça semble, oui, c'est très intéressant pour ça. Et de la durabilité, parce que c'est ça aussi l'idée reçue. Voilà, le bois, enfin, c'est les trois petits cochons, quoi. La paille et le bois, on souffle dessus, ça s'en va. La brique, ça reste. Voilà, c'est une image d'Épinal qui est en train de tomber pour vous. Non, mais de toute façon, oui, le bois, effectivement, on avait l'idée que c'était que ça durait pas dans le temps, qu'il fallait effectivement le refaire régulièrement, etc. En fait, ça a une durabilité énorme. Oui, le bois, il n'y a pas de problème. On a des bois anciens qui sont durs comme de la pierre, en fait, et donc oui, cette idée que c'est volatile, etc. Non, ça n'a pas de sens. Ouais. Alors vous, architecte, vous êtes finalement, je parlais de mode, je crois que le terme vous a un petit peu fait tiquer, mais vous êtes un petit peu vous faites partie des prescripteurs de ces mouvements, voilà, de ce que seront nos paysages de demain, des matériaux qu'on utilisera, des types de construction qu'on va utiliser. Alors souvent, ça commence par des choses très expérimentales, et puis l'expérimental fait tache d'huile et devient la norme. C'est comme ça que ça se passe. Donc quelque part, quand un architecte dit voilà, moi je vais essayer de travailler vers le bois, c'est censé voilà, créer un courant. Oui, alors ça c'est vrai. Il faut savoir quand même que on a des domaines où on passe par nous obligatoirement parce que la loi l'impose. Et il y a des domaines où on passe pas par nous. C'est la maison individuelle. La maison individuelle, on est absent de la réalisation de la maison individuelle. On fait 5% de la maison individuelle. Surtout en Ariège. Alors c'est ce que j'ai appris il y a pas longtemps. On est vraiment un des départements où on fait le moins appel à un architecte pour les maisons individuelles. Oui, je crois qu'en Ariège, c'est 4% au lieu de 5% au national. Voilà. C'est pas très différent. Mais effectivement, au-delà de ça, dans les bâtiments publics, dans tous les autres projets, on nous appelle beaucoup pour faire de la réhabilitation.
parce que la réhabilitation c'est assez délicat, compliqué. C'est bien d'avoir un architecte qui intervient, qui est capable de coordonner tous les corps d'État, etc. Et effectivement, oui, à ce moment-là, on prescrit, on est à l'origine de la prescription du bois, oui, en l'occurrence. Oui. Donc pour vous, c'est la commande publique, quoi, finalement, qui est la porte d'entrée. Alors, c'est pas la commande publique, parce que on a beaucoup de commandes privées, mais qui sont pas des maisons individuelles. On peut faire beaucoup de réhabilitation. Des magasins, des hôtels. Des magasins, des hôtels, des bureaux, des usines, quand il y en avait. Il y en a plus beaucoup, mais voilà, oui, effectivement. Et après, bon, oui, on doit avoir à peu près 50-50 de commandes publiques, commandes privées, ouais. Donc aujourd'hui, en période post-industrielle, quand même, la commande publique, j'imagine, c'est là que vous pouvez peut-être le plus avancer une créativité dans votre métier. Oui, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain que c'est dans la commande publique qu'on fait les plus beaux projets, et on peut le remarquer notamment. Dernièrement, il y a eu plusieurs prix qui ont été décernés à des bâtiments publics en Ariège. Et je pense par exemple aux logements qui ont été faits pour l'office HLM à Foix, les logements du Roux, là, qui sont magnifiques, qui sont en bois et béton. Mais voilà, c'est dans ce genre d'ouvrage, oui, qu'on arrive à faire des projets relativement innovants. Oui. Ouais. Et aujourd'hui, les élus, ceux qui tiennent les collectivités, ceux qui justement font ces concours pour leurs projets de création de bâtiments, s'ouvrent à l'utilisation du bois, ou il y a encore des réticences? Alors en fait, l'utilisation du bois, elle a été verrouillée jusqu'à peu près en 2005. C'était verrouillé principalement parce que l'État avait verrouillé et que on avait des refus au permis de construire. C'est-à-dire que l'État, quand il instruisait, il disait mais attendez, vous n'êtes pas du tout dans la culture locale, vous pouvez pas faire comme ça du bois. Les Alpins en Ariège, ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Ils ont raison, ça marche pas. Donc l'entrée, ça a été l'architecture contemporaine, qui elle n'est plus typée localement, etc. Et puis le principe, c'est que l'État s'était engagé dans les accords de Kyoto à développer la filière bois, et donc ils ont fait sauter le verrou des permis de construire, et ça a permis de faire. Les élus sont très attachés au patrimoine. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus attachés au patrimoine qu'à l'architecture contemporaine, mais à travers ça, on arrive à faire des choses assez intéressantes en bois en s'appuyant avec eux. Oui, les élus sont assez ouverts, mais l'architecture contemporaine, ça reste encore quelque chose qu'on doit se battre pour arriver à en faire. Oui. Ouais. Et encore, on a l'impression que c'est plus facile d'avoir des grandes baies vitrées, des grandes choses comme ça, avec de la structure ferraille, que du bois. Alors le contre-exemple, c'est pas un hasard si vous m'avez donné rendez-vous ici. On a la maison Relais de Lavelanet, donc qui est une de vos créations, complètement en bois. Et vous me faisiez remarquer que même à l'extérieur, finalement, il y a une chaleur, il y a quelque chose d'un petit peu différent dans la structure même du bâtiment. Le même bâtiment, les mêmes plans en béton, ça n'aurait pas rendu pareil? Non, ça n'aurait pas rendu pareil. On a une grande légèreté. On est sur pilotis là dans ce bâtiment. On est complètement ouvert. On a 3 bâtiments qui se touchent pas, et on a une matière qui est pas une matière locale à Lavelanet, mais bon voilà, on est quand même dans une grande légèreté avec des passerelles suspendues, etc. Et c'est grâce au bois qu'on arrive à faire ça. Les façades avec cette matérialité, on a un bardage bois ajouré. Avec des belles planches de bois qui font 6 mètres de haut. Voilà, on serait pas arrivé à faire cette image et cette transparence, cette fluidité. On serait pas arrivé à le faire avec un bâtiment en béton. Ce serait beaucoup plus dur. Oui. Barthélemy Dumont. Alors, pour être juste, Barthélemy Dumont utilise certes du bois, mais pas encore forcément du bois local. Alors, faute à quoi? Aucun doute. Lui, il aimerait bien. Mais pour lui, à l'heure actuelle, il est encore très difficile de privilégier les essences issues de ces forêts, de nos forêts, des forêts ariégeoises. Pas parce que le bois ariégeois serait moins bon que celui d'ailleurs, comme on l'a souvent dit dans le passé, mais parce que justement, la filière elle-même n'est pas encore assez structurée pour satisfaire la demande. On a envie de sortir, effectivement, je me fournis au marchand de matériaux sur un parpaing qui est fabriqué je sais pas où, dans un système productif que je connais pas, avec des gens que je connais pas, etc. On a très envie, effectivement, d'être dans une filière locale, de connaître la filière depuis le bûcheronnage jusqu'à la transformation, au charpentier qui va, etc. Évidemment, tout ça, c'est beaucoup plus
enthousiasmant, c'est beaucoup plus motivant, c'est des questions humaines. On a le rapport. Alors, on a dans ce métier rapport avec des artisans, etc. Et ça, c'est le côté le plus intéressant, les maîtres d'ouvrage, le programme, les échanges, les artisans. Et si en plus on pouvait avoir, mais la filière bois local, elle n'est pas vraiment encore montée. Donc, elle a été démontée. Il n'y a jamais eu autant de scieries en Ariège enfin, c'est un département où il y avait beaucoup de scieries, il y avait beaucoup d'utilisation du bois. Elle a été entièrement démontée, comme vous savez. Et avant que ça revienne, bon, ça va prendre un peu de temps. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'en occupent, mais voilà. C'est le manque de scieries, le problème, ou le manque d'arbres? Alors, j'ai envie de vous poser la question, c'est votre regard à vous, d'architecte, de prescripteur, de commanditaire. Où est-ce qu'il commence? Est-ce qu'il commence dans la forêt? Est-ce qu'il commence à la scierie? Est-ce qu'il commence chez le charpentier? Voilà. Non, nous vraiment, très honnêtement, ça commence chez le charpentier en fait. Hein. On a aucun dans notre travail, bon, parce qu'aussi on a la tête dans le guidon et que bon voilà, on court après le temps, etc. Donc on a du mal à remonter plus haut que le charpentier. C'est la personne avec qui on discute. Et non, on va pas effectivement aller voir dans la scierie les qualités des bois. On va pas aller voir dans les forêts les bois qui sont exploités, etc. Mais aussi parce que cette filière, elle n'existe pas vraiment encore aujourd'hui. Elle est en train de se remonter. Je sais que les élus ont envie de la remonter, et ceux qui ont le pouvoir de le faire, je pense. Les privés qui ont des bois aussi ont beaucoup de difficultés à exploiter de façon rentable. Donc voilà, on en est là, quoi, hein, sur la filière bois. Je me souviens, un exemple assez amusant, c'était, on m'a toujours raconté ça, c'est que à Bélestat, le bois de la forêt de Bélestat, au début du XXe siècle, il était dans toutes les pièces écrites de France, parce qu'il était exploité par les Rothschild, et on disait pas il faut du bois de catégorie classe 4, machin, etc. On disait il faut du bois de qualité bois de Bélestat. Et donc le bois de Bélestat, c'est super employé à cette époque-là comme bois d'œuvre. Et puis la forêt a été vendue, il y a eu moins de, il y a eu une exploitation qui a été plus éclatée, etc. Avec des gens qui ont certainement moins à l'époque. Bon, Rothschild, il avait certainement le bras long pour arriver à imposer des choses. Donc c'est aussi un problème culturel, quoi. À un moment donné, c'est pas un problème de qualité de bois. Qualité de bois, on l'a vu quand on est allé dans le Vorarlberg avec les élus, on a vu qu'ils utilisaient du sapin blanc pectiné, qui est le même que celui qu'on a à Bélestat, ou à peu près. Bon, moi, je suis pas un grand connaisseur de bois, mais je pense que voilà, c'est plus un problème de remonter la filière et qu'elle soit rentable, quoi. Remonter la filière, c'est ce que nous aurions aimé pouvoir faire, et il a été difficile, pour tout vous dire, de réunir un petit peu tous les tenants de la filière bois dans une seule émission, qui plus est d'une petite demi-heure. Mais la filière, je vous le disais, elle passe aussi par les personnes qui travaillent le bois coupé, à commencer par les scieurs. Ces derniers avaient un peu disparu du paysage ariégeois, forcément. L'époque moderne, le béton qui se développe, justement, la filière, les parcelles de forêt qui se fragmentent, etc., ont fait que petit à petit, eh bien, la demande s'est étiolée. Quelque part, le bois local, désormais, depuis pendant plusieurs années, était parti se faire couper ailleurs. Aujourd'hui, la demande arrivant, eh bien, on revoit ouvrir des scieries, certaines sur le modèle traditionnel et d'autres un petit peu plus originales, comme celle d'Orion Weinen. Orion, il est scieur mobile, un nouveau métier, pour ainsi dire, que celui de scieur mobile, et un métier qui correspond peut-être aux nouveaux besoins du secteur. Alors, scieur mobile, Orion Weinen, ça consiste en quoi? Ça consiste à se déplacer avec sa scie pour transformer donc des grumes en bois scié, des poutres, des planches et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire que vous avez un matériel portatif que vous emmenez là où finalement le chantier se fait, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Donc c'est le bois qui a été débardé, qui a été amené sur une place de dépôt. Et donc par la suite, c'est moi qui interviens. Donc j'ai un camion pour tirer ma machine. C'est une grande remorque qui fait scierie. Donc je m'installe là où il y a un peu d'espace et je transforme donc ce bois. Ouais. Un bois qui n'est pas votre bois. C'est aussi la spécificité. Vous faites une prestation de sciage, c'est-à-dire que vous n'achetez pas de bois, et vous ne vendez pas de bois, vous vendez votre savoir-faire. Voilà, c'est simplement une prestation de service. Ouais. Et donc, je n'achète pas de bois. Je n'ai pas les compétences d'acheter du bois, en fait. C'est donc des exploitants forestiers qui feront ça. Alors juste, vos clients, ils le trouvent comment, le bois? Comment est-ce qu'on trouve? Parce que j'imagine, donc, il faut acheter des grumes, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ils peuvent donc s'adresser justement à un exploitant forestier qui, lui, qui fait du négoce de bois, par exemple.
Ou bien s'ils ont du bois dans leur forêt, soit ils ont les moyens de l'exploiter eux-mêmes, soit ils peuvent faire appel à nouveau à un exploitant forestier D'accord. afin de le sortir, de le mettre disponible pour le sciage. Ouais. Vos clients, c'est des particuliers principalement? Alors, il y a une grande partie, c'est des agriculteurs, ça peut être des autoconstructeurs, donc des particuliers qui ont fait la démarche déjà de faire appel à un architecte, de faire un dessin de leur charpente et de leur projet maison. Et donc, ils ont une liste de débit. Et donc, à ce moment-là, le choix, soit c'est d'aller vers une scierie traditionnelle, d'acheter le débit tout entier, soit de se rapprocher d'un exploitant forestier et donc d'acheter des grumes et de le faire scier, par exemple par moi ou par d'autres qui font le même métier que moi. Ouais. Ou alors soi-même, quand on possède un petit bout de forêt, de se couper des arbres et ensuite de faire venir le scieur, quoi. Oui, voilà, oui. À l'ancienne, finalement. C'est ça. Ouais. Dans ces cas-là, c'est souvent des lots plus petits. C'est des personnes qui ont quelques troncs à faire valoriser. C'est dommage de les passer au bois de chauffage. Ils pourraient très bien l'utiliser pour faire une table ou un escalier ou ce qui leur vient à l'idée, un appentis. Ouais. Alors la scierie mobile, c'est un ancien métier ou c'est un métier qui est arrivé, qui est aujourd'hui dans l'air du temps? Non, c'est un métier qui a maintenant une vingtaine d'années, je dirais. Peut-être un petit peu plus, je c'est suis pas pas trop sûr. ancestral, quoi. Non, c'est pas ancestral. Ancestral, il y avait donc les scieurs de long. Mais ça, c'était tout manuel et c'était pas tout à fait le même travail. Ouais. Donc c'était des gens qui se déplaçaient avec une grande scie, un passe-partout, et qui sciaient donc le bois à la main. Donc ça, c'est peut-être l'ancêtre du scieur mobile, oui. Alors c'est quoi l'intérêt d'avoir créé ce métier-là et de finalement se déplacer chez les gens pour scier leurs arbres, ne pas déplacer les arbres? Je crois que ça prend un peu le relais des petites scieries qui ont tendance à disparaître au profit des grandes scieries qui, eux, traitent des milliers de mètres cubes. Un scieur mobile par an, il fera entre 1000 et peut-être pour les plus dégourdis, 5000 mètres cubes, mais ça commence déjà à être une grande quantité de bois. D'accord. Alors qu'un scieur fixe, d'habitude, c'est plutôt autour des 10 000, 20 000 et plus mètres cubes de bois par an. Ouais. Et l'intérêt pour vous, alors voilà, vous êtes en train de récupérer ici un lieu à Saint-Martin-de-Caralpes. C'est quoi l'intérêt de continuer à déplacer votre scie sur la remorque au lieu d'accueillir les grumes ici et de travailler à demeure? Hormis le fait de voyager. Ça économise les frais de déplacement des personnes qui ont par exemple 20 mètres cubes de bois ou même ne serait-ce que 10 mètres cubes. C'est plus intéressant de déplacer la scie plutôt que de déplacer le bois, à condition d'avoir l'espace aussi pour faire le chantier. Ouais. Vous y êtes arrivé comment, vous, à l'idée de vous installer scieur mobile? Alors, j'étais menuisier de formation, donc un BEP de menuiserie, et le travail en atelier ne me convenait pas trop, je préférais le travail extérieur. Donc j'ai choisi un autre métier, c'était complètement différent, et suite à un licenciement économique, il a fallu se reconvertir, et ce métier-là m'a vraiment attiré. Ouais. Donc j'ai fait la démarche d'acheter une petite scie d'abord, et je me suis fait la main, mes parents ont un peu de bois, donc j'ai pu profiter un peu de leur forêt pour me faire la main sur une petite machine. Et ensuite, pour créer vraiment l'activité, j'ai dû investir un peu plus pour avoir une machine qui tient la route. Ouais. Ça répond vraiment à un besoin parce que voilà, on peut avoir l'envie de faire un métier, mais il faut encore que ce métier-là corresponde à un besoin. Oui, bien sûr, ça répond à un besoin. Il y a plein de personnes qui ont un peu de bois, qui soit soit ils ont des belles grumes par exemple, et soit ils le mettent en bois de chauffage pour ensuite acheter des chevrons en scierie classique, soit ils transforment leur propre bois, font une économie. Et oui, donc ça répond à un besoin, oui. De plus en plus? Je l'espère. Ouais. Oui, j'espère que ce sera. Mais je pense que plus le métier sera connu, plus il sera développé. Donc ça permettra à d'autres personnes. Alors, une autre dimension, vous, sur votre activité, c'est Élodie Rouillet, qui est donc la chargée de mission sur les forêts et le bois au Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, me disait, Orion, lui, en plus, il a cette spécificité-là que ici, le plus possible ou exclusivement, je sais pas, vous allez infirmer, confirmer, du bois local. Oui, c'est une volonté de travailler le bois du département, pas du bois qui vient de loin. Le but un peu, c'est d'économiser les frais de transport et de valoriser les bois locaux de l'Ariège et de promouvoir ainsi une meilleure sylviculture et que les gens se rendent compte que dans leur forêt, il peut y avoir beaucoup de valeur. Ouais. C'est important pour ça, en remontant jusqu'à l'état de nos forêts, c'est dans votre tête quand vous sciez une grume? Oui, complètement. Ouais. On lit un peu dans l'arbre l'histoire qu'il a eue.
Soit il a eu l'espace pour se développer dans une forêt avec un houppier équilibré, ça fera une grume assez ronde. Soit il a été contraint de part et d'autre, ça fera une grume ovale. Et ainsi, la qualité du bois n'est pas la même non plus. Donc oui, forcément. Ouais. Donc, il y a quelque part une partie militante, quoi. C'est votre métier, vous gagnez votre vie, mais voilà, pas n'importe comment. Non, j'essaie le plus possible d'inciter les gens déjà à trier le bois, les belles grumes dans les lots de bois de chauffage qui récoltent éventuellement, et surtout de faire une bonne sylviculture, c'est-à-dire de valoriser les arbres sur pied qui peuvent s'améliorer, de surtout les garder, d'aller plutôt vers des éclaircies sélectives et ainsi de faire du bois d'œuvre vraiment. Ouais. Vous avez conscience d'appartenir à une chaîne comme ça, d'une dynamique entre le forestier, le client, l'architecte, le scieur? Oui, de plus en plus, oui. Ouais. Alors, si un client justement vous dit, bah tiens, j'ai du bois à scier chez moi parce que j'ai un chantier, je me fais une maison en autoconstruction et j'ai des jolies grumes que j'ai achetées dans la forêt noire ou en Bulgarie ou je ne sais où, vous refusez? Non, quand même pas. Il n'y a pas d'exclusivité non plus. J'essaie de promouvoir le bois local, mais je scie n'importe quel lot de bois. Ouais. Mais après, vous conseillez, quoi, c'est ça? Oui, par exemple, si des gens me demandent où acheter du bois, j'essaierai de leur donner les bons contacts pour acheter du bois local, mais sans discrimination envers personne. Vous avez quelques forestiers dans la poche, quoi, enfin, dans le carnet d'adresse. Oui, dans le carnet d'adresse, oui. C'est-à-dire que moi, demain, si c'est le sens de ma question, si je veux faire une maison, utiliser du bois pour ma charpente ou pour mon bardage, que je ne sais pas du tout par où passer, je peux aussi faire appel à vous et si je ne sais pas où sonner pour trouver des grumes, vous savez. Oui. Ouais. Après, bon, il faut voir qui a le bois disponible pour votre projet, par exemple. Mais oui, bien sûr, oui, j'ai plusieurs personnes qui vendent du bois, et le plus possible du bois local. Ouais. Comment est-ce qu'on vous contacte? Souvent, comment est-ce qu'on me contacte? C'est-à-dire Si je veux faire scier du bois, comment je vous contacte? par téléphone, par exemple. Les gens trouvent mon numéro de téléphone sur Internet, sur Le Bon Coin, une petite annonce. Sinon, c'est souvent du bouche à oreille qui ont le numéro de part d'autres personnes. Et sinon, on me trouvera ici sur Saint-Martin-de-Caralpe. Ouais. Saint-Martin-de-Caralpe, vous récupérez une ancienne scierie, justement, que vous allez un petit peu réhabiliter pour avoir un point de chute, c'est comme ça que vous avez dit, que vous allez utiliser en partenariat ou en tout cas en mutualisation avec un charpentier. Oui, tout à fait. Ce sont les charpentiers de la SCOP, la bois-boîte, qui m'ont branché sur le projet. Donc c'est vraiment dans une démarche de scier du bois local, de monter des maisons en bois local. Donc c'est eux qui souhaitaient avoir comme voisin un scieur. Donc c'est eux qui m'ont branché sur ce projet. Et donc finalement, c'est moi qui suis ici en premier, mais ils devraient me rejoindre d'ici un mois maximum. Ouais. Ça va dans l'ordre des choses finalement. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait une véritable interdépendance entre les acteurs de la filière bois, dès lors que l'on parle de bois local, c'est l'exemple. Et pour Orion Weinen, il y a une logique toute naturelle à s'associer ou tout du moins à travailler avec des charpentiers. Et du coup, cette proximité peut les inciter à utiliser ces services, les charpentiers à utiliser les services d'Orion et donc forcément du bois local. Un effet d'entraînement qui peut susciter l'envie des clients, mais aussi inciter ceux qui partent bûcheronner à sortir du bois destiné à la construction et donc à une meilleure valeur ajoutée, une meilleure richesse créée pour le territoire que si c'était du bois de chauffage. L'idée est pour certaines structures, comme le parc naturel des Pyrénées ariégeoises, de créer des métiers de l'emploi, de l'emploi, de la richesse, tout en respectant, voire en améliorant les espaces que l'on dit naturels et faire en sorte que tout le monde en sorte gagnant sur le territoire ariégeois. Mais là, il y a encore beaucoup de travail pour recréer complètement une filière bois cohérente. Ceci dit, ils sont de plus en plus à y croire, à l'accompagner et à développer de l'activité. Alors pourquoi pas demain cette filière bois reconstituée, allez savoir. Merci à Élodie Roulier du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises d'avoir accompagné votre serviteur pour l'élaboration de ces 2 émissions Écho d'Ariège autour de la forêt et de la filière bois en Ariège. Cette série d'émissions Écho d'Ariège justement se clôture par cet ultime numéro, cette émission réalisée grâce à un programme européen leader qui nous a permis justement à la fois de créer ces émissions mais aussi, et oui, ça avait à voir à investir dans un émetteur à la Bastide de Sérou qui devrait voir Transparence très bientôt émettre en Séronais. Merci à vous d'avoir été fidèles à cette émission et plus largement de l'être à l'antenne de Radio Transparence. On l'espère pour encore longtemps. Au revoir.